Au fond, que connaissons-nous des Femen ? Leur happening dadaïste, célébrant une radicalité féministe joyeusement dénudée et bariolée ? Leur athéisme farouche ? Peut-être cette pincée de désespérance qui pointe au travers de leurs actions ? Inna Shevchenko, l'une d'elles, ayant fui son Ukraine natale étouffoire, comme l'actualité nous le dépeint en ce moment, avait atterri à Paris en 2012 sans enthousiasme mais avec un certain soulagement. Là, l'attendait l'essayiste, réalisatrice, journaliste française Caroline Fourest. Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Caroline Fourest va plonger dans le mouvement Femen, son vitalisme, ses contradictions, ses tentations nihilistes, son jusqu'au-boutisme et ses moments de faiblesse. Et de cette immersion dans ce féminisme qui va au combat physique contre la vague réactionnaire française des Civitas et autres manifs pour tous, elle n'en ressortira pas indemne, ni intellectuellement, ni affectivement. C'est ce récit que nous livre Caroline Fourest sous le titre tout simple de Inna. Caroline Fourest, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Au début, finalement, vous vous dites, vous vous méfiez un peu, vous vous dites c'est peut-être tout ce mouvement de la provoque pour de la provoque, purement et simplement. Qu'est-ce qui va vous faire changer d'avis ? Mais comme beaucoup de journalistes qui rencontrent soit Inna, soit Sacha, soit Anna, la fondatrice, c'est vrai que la première impression, c'est le côté très choquant, happening, et on se dit, est-ce que c'est le goût de la notoriété ou est-ce qu'il y a vraiment une philosophie politique derrière ? Et puis quand on les rencontre, quand on discute avec elles, on est frappé par ce radicalisme, en fait très structuré, qui vient d'Ukraine, réellement. C'est-à-dire que c'est complètement la génération qui a découvert le politique à travers la Révolution orange. Inna était une jeune femme brillante, destinée à devenir sans doute une journaliste peut-être célèbre dans son pays. Elle a été présidente du Parlement des étudiants à Kiev. Elle serait sans doute évidemment place Maïdan aujourd'hui si elle n'avait pas scié une croix en soutien au Pussy Riot, si elle n'avait pas dû s'enfuir parce que Yanukovych, le président ukrainien, a mis sa tête à prix, veut absolument l'arrêter, donc elle ne peut plus retourner chez elle. Elle est réfugiée politique en France. Et donc, voilà. Ensuite, on est surpris par le côté réfléchi de ce mode d'action, finalement, même s'il ne donne pas à voir toute cette réflexion. Alors, il est réfléchi. Quelle est la base de la réflexion ? Vous dites, à un moment, il y a une sorte de vulgate un peu néo-marxiste qui y préside. Clairement, les fondatrices viennent des jeunesses communistes en Ukraine, que ce soit Anna, Oksana ou Sacha. Inna est arrivée un peu après. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers moments du mouvement Femen, elles sont habillées. Elles sont en t-shirt rose, elles distribuent des tracts contre la prostitution. Des fois, elles se font évidemment harceler par des clients qui viennent en Ukraine pour trouver des prostituées. Et puis finalement, elles essayent des nouvelles choses. Et parmi les nouvelles choses, comme elles vont vers cette tradition de l'actionnisme viennois très théâtral, des mises en scène pour attirer l'attention, elles vont de plus en plus vers ces mises en scène. Et à un moment donné, elles essayent la mise en scène seins nus. Et évidemment, elles voient bien que ça marche, que ça permet de faire passer des messages. Alors au début, elles sont seins nus, elles ont des pancartes. Et puis les photographes dans la presse coupent les pancartes et gardent que les seins. Ouais. Donc elles finissent par mettre les slogans sur leurs seins. Comme ça, elles disent au moins vous serez obligés de les voir. Et puis, ce qui est intéressant pour le personnage que je suis, qui est Inna, et qui va devenir la leader la plus connue de ce mode d'action, c'est qu'elle est farouchement contre. C'est que quand on ne connaît pas Inna, on ne peut pas savoir à quel point c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, limite puritain par certains aspects, et qui va se battre contre son pendant des mois pour qu'on ne passe pas aux actions seins nus, actions qu'elle défend aujourd'hui férocement. Et alors justement, dans la perspective féministe, cette action seins nus, est-ce qu'elle est le symbole de la choséification de la sexualité féminine, mais en même temps, elle attise le désir. Il y a une ambiguïté dans ce. Alors, c'est tout le débat, et c'est tout le débat au sein du féminisme. Qu'on ne peut pas comprendre, encore une fois, sans le contexte ukrainien. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, les Ukrainiennes nous disent si on n'avait pas eu ce mode d'action, on n'aurait jamais été entendu en Ukraine et encore moins internationalement. Des féministes peuvent dire oui, mais c'est reproduire l'histoire d'attirer le regard par le corps. En même temps, il faut bien comprendre que certes, elles attirent le regard par leur corps, mais elles attirent le regard par une mise en scène complètement différente de celle dont on a l'habitude. Ça n'est pas un corps lascif, ça n'est pas un corps objet. Ce sont des filles seins nus, certes, mais qui vous agressent, qui vous attaquent, qui ne sourient pas. Donc c'est renverser complètement l'iconographie millénaire qui veut que quand des femmes sont seins nus, c'est pour vendre une voiture, un yaourt, et de façon justement objectifiée. Elles sont au contraire en train de faire du corps des femmes à nouveau un sujet, et même un sujet de guerre. C'est tout l'intérêt d'essayer de se poser la question aussi, qui est une des trames du livre, de comment on vit intimement, comment on aime quand on a transformé son corps en arme. Et c'est aussi ça que j'essaye de montrer dans Inna.
Alors justement, ce que vous montrez d'elle, c'est quelqu'un qui a finalement presque un aspect monastique, qui est dirigé entièrement sur son combat et qui ne s'octroie le bonheur que le jour où peut-être le combat ou l'objectif sera atteint. Et ça, vous avez du mal avec ça et avec elle. Mais ça me fait penser un peu à la recherche du paradis chez les kamikazes de l'autre camp, beaucoup plus dangereux évidemment et beaucoup plus agressif du côté des fanatiques religieux, parce que le paradis il est sur terre et parce que si on attend que la victoire finale contre le patriarcat, on n'est jamais heureux. Donc il y a toute une bataille qui justement a commencé entre Ina et moi à partir du moment où elle est venue à Paris. Pour essayer de à la fois lui faire aimer ce que c'est que faire la révolution depuis Paris et non plus depuis Kiev, avec ce côté aussi bon vivant. Moi, je suis plutôt issue de la philosophie des Lumières. J'aime combattre, mais j'aime aussi goûter les trêves. Et donc, ce livre, c'est un peu aussi l'histoire de deux visions du combat et de deux visions de la trêve. À partir du même féminisme, en tout cas en tant qu'objectif. Nous avons le même objectif. Mais moi, je ne vais pas attendre la victoire du patriarcat pour commencer à être heureuse. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. On s'est compris parfois, puis parfois non. Et des moments de violence que vous connaissez ensemble, notamment lorsque vous vous faites tabasser lors de manifestations, j'ai dit réactionnaires, et je le maintiens. Qu'en tirez-vous, vous, en termes de leçons, justement, dans le combat féministe ? Mais que le combat est partout, c'est-à-dire que autant j'ai un différent stratégique très fort avec Ina, je pense que même si le combat féministe est universel, que rien n'est plus fort que lorsqu'elle rencontre Alia El Mahdi, la blogueuse égyptienne qui a posé nue contre le sexisme, ou Amina en Tunisie, et qu'elles unissent leur corps et leur sein pour dénoncer le sexisme mondialement, autant je pense qu'il y a des contextes nationaux et qu'il y a des moments, des fois, où il faut aussi prendre le temps de tenir compte de ce contexte. Et en même temps, une fois que j'ai dit ça, Femen a connu peut-être la plus grande brutalité à Paris. Parce que ce sont effectivement des militants néofascistes qu'elles sont allées chercher lors d'une manifestation contre le mariage pour tous. Elles sont arrivées déguisées en bonnes sœurs, avec sur le corps « Fuck God », ce qui a provoqué, dans un pays aussi laïque que la France, mais face à un groupe clairement fasciste comme Jeunesse Nationaliste, un moment d'une violence absolument inouïe. Moi, j'ai été prise pour cible comme journaliste, parce qu'ils me connaissent et qu'ils m'aiment pas beaucoup, et les Femen comme activistes. Et effectivement... Quand il s'agit de misogynie ou d'homophobie, on peut dire que la violence est universelle, qu'elle peut s'exprimer partout, même si le cadre n'est pas le même. Même si le cadre n'est pas le même, parce que Femen peut être arrêtée, peut être contrôlée en France quand elles font des manifestations qui ne sont pas déposées. Mais elles ne risquent pas des sanctions si disproportionnées que les Pussy Riot, par exemple, pour être rentrées dans l'église du Christ Saint-Sauveur à Moscou. De toutes ces contradictions qui vous ont opposé ou de choses qui vous ont rapproché, il y a un fait qui transparaît dans le livre, évidemment, c'est que vous êtes tombée amoureuse d'Ina. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a totalement bouleversé ? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre dans la mesure où ce n'est pas lié à une identité de combat, enfin aux mêmes modalités de combat ? Qu'est-ce que vous en tirez comme... Ce qui a été difficile à vivre et qui peut-être fait l'intérêt plus littéraire de ce livre par rapport à d'autres livres que j'ai pu écrire sur des personnages très très loin de moi, c'est que... tomber amoureuse et inversement, mais d'une guerrière, quand vous-même vous menez des combats déjà assez durs, et que vous avez non seulement beaucoup d'adversaires communs, mais que par moments vous avez de vraies divergences. Parce que autant Ina est quelqu'un qui fait passer la guerre avant tout, autant moi je fais aussi passer mes convictions avant tout. Et quand nous avons eu des grands moments de tension, notamment à propos de l'action contre Notre-Dame, à l'intérieur de Notre-Dame, ou lorsqu'elles ont lancé le djihad des seins nus pour sauver Amina en Tunisie, qui était séquestrée, et que je voulais évidemment aussi sauver, mais j'avais le peur que ces actions contre des mosquées en Europe, par exemple, ne fassent pas rire tout le monde, et puissent même déclencher des représailles contre Amina qui était à l'époque détenue. À ce moment-là, j'ai dû entrer en combat contre Ina et j'ai dû faire passer mes idées avant aussi mes sentiments comme elle de son côté. Et donc nous avons eu des moments très 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 intenses et très douloureux qui ont d'ailleurs fini par avoir raison de nos sentiments parce que voilà, nous sommes deux combattantes à notre manière, mais c'est aussi ça que j'avais envie de montrer. C'est à la fois l'intimité de la révolution féministe, sa part d'émancipation, sa part de liberté et sa part de dureté parce que nous sommes dans un combat exigeant. Et quand je parlais du mot de nihilisme tout à l'heure, je pensais justement à un autre Ukrainien qui est Nestor Makhno et qui lui aussi qui était l'un des créateurs du communisme libertaire. Là aussi, vous trouvez une filiation entre les Femen et ce courant de pensée qui a été à la fois anti-bolchevique et anti-russe blanc. Oui, il y a quelque chose de la tentation nihiliste révolutionnaire et libertaire. Ça oscille entre les deux en permanence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que entre une approche
plus réformiste qui est la mienne, qui est celle de la persuasion, du combat de plume. Et cette posture révolutionnaire très marxiste et parfois nihiliste, ça a fait des étincelles. C'est-à-dire qu'il y a un vieux combat, en fait, vieux combat de philosophie politique que raconte ce livre aussi, mais dans le contexte de notre époque, c'est-à-dire coincé entre la Révolution orange et le printemps arabe, en croisant au milieu la droite religieuse à la française qui est en train d'émerger, et surtout en croisant ces jeunes révolutionnaires ukrainiennes qui sont effectivement à la fois enfants de cet imaginaire très slave, très tourmenté, très jusqu'au boutiste, très absolutiste. Et en même temps, les enfants de l'international 2.0, c'est-à-dire partisans de la liberté d'expression absolue là aussi, c'est-à-dire que Ina m'a laissé tout dire dans ce livre, y compris des choses avec lesquelles elle était très en désaccord, même si moi personnellement je ne voterais sûrement jamais pour elle si un jour elle faisait de la politique, parce que justement je me méfie de ses tempéraments absolus. Elle a demandé à lire le livre, ou c'est vous qui lui avez proposé? Il était évident que je ne voudrais. J'ai eu besoin de son consentement originel pour aller jusque-là, pour raconter des choses qui sont aussi intimes, même si ça reste très pudique. Donc oui, je lui ai lu le livre, je l'ai lu en anglais. Et elle m'a... Il y a des choses sur l'Ukraine qu'elle voulait absolument pas laisser passer. Elle m'a dit, par exemple, sur l'Ukraine, tu ne peux pas dire qu'on a été vraiment indépendant. L'Ukraine a toujours été traitée comme une prostituée, n'a jamais été libre. Voilà, il y a des moments comme ça où elle était absolument impériale. Et puis il y a des moments où elle a encaissé notamment la lettre que je lui adresse à la fin et qui est une lettre assez dure par rapport à son absolutisme. Merci Caroline Fourest, merci de nous avoir parlé de ce livre et de ce combat féministe qui est toujours d'actualité, bien évidemment. Vous êtes sur France 24, on en parle souvent aussi du féminisme, vous le savez, en français, en anglais, en arabe. Merci infiniment de votre attention et à très bientôt.